À la une de ce journal, partenariat privé-public, l'État de Côte d'Ivoire rencontre les acteurs de FinTech pour trouver des solutions relatives à la digitalisation des services publics. Les États généraux de l'assurance maladie en Côte d'Ivoire referment leurs portes à la clé des recommandations pour de nouvelles orientations viables à l'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Et puis une page de culture dans ce journal. La 4e édition du festival Agnantier est lancée à Aboisseau. Madame, Monsieur, merci d'honorer ce rendez-vous quotidien de l'information sur Business 24 Africa. Tout le plaisir de vous retrouver. Dans le cadre du partenariat privé-public, il s'est tenu une rencontre entre l'État de Côte d'Ivoire et les acteurs de FinTech. L'objectif de cette rencontre était de trouver des solutions pour la digitalisation des services publics. Mireille Abalé et Valentin Kra nous en parlent. La transformation numérique constitue inévitablement une opportunité pour moderniser les administrations locales et propulser le développement économique. Cependant, malgré sa forte volonté, l'administration ivoirienne peine encore à se digitaliser. Comment faire face aux défis de la digitalisation des services publics? C'est pour plancher sur cette question qu'a été organisée la première édition de la rencontre d'échange entre l'État et les FinTech ivoiriennes. Meublée par des panels, la rencontre État et FinTech, initiée par Sinetpe, a réuni les personnalités publiques et les entreprises évoluant dans la FinTech afin de présenter des solutions concrètes pour faciliter la digitalisation des services publics. Il faut déjà que les gens soient formés. Il y a une compétence au digital que les gens doivent avoir, qu'ils soient alphabétisés ou pas. On peut les former par différentes voies et moyens, mais il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient capables d'utiliser les services publics. Et c'est le plus important. Quand ils ont la compétence, quand ils ont la capacité de les utiliser, et il faut aussi que les agents du service public soient formés à pouvoir rendre ces services de façon digitalisée. Et c'est ça le plus important. Oui, on a implémenté plusieurs services digitaux. L'une des structures du ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est le GUS, qui est digitalisé et qui fonctionne relativement bien. On a d'autres services en fait, qui sont en cours de digitalisation. On a un projet majeur, la carte des commerçants, et avec la mutuelle des commerçants qui sont en train de mise en place. Donc, c'est les services qui sont digitalisés. Donc, pour nous, en fait, on est en train d'aller de plus en plus vers la digitalisation parce qu'on n'a pas le choix. Si le besoin de digitalisation de l'administration publique est indéniable, le facteur clé de ce processus est la formation, a insisté Eric Ouattara, conseiller technique du ministre du Commerce. Saisissant l'occasion, il a également présenté certaines innovations en cours au sein du ministère du Commerce. La volonté y est. Maintenant, il faut mettre en place des infrastructures, il faut mettre en place du contenu, il faut éduquer la population, il faut former les gens et puis il faut proposer des services pour permettre aux populations d'être n'importe où dans le monde et avoir accès aux services publics. Aujourd'hui, le plus gros défi que les FinTech ont pour pouvoir relever ces challenges, c'est la régulation et la réglementation. Organisatrice de cette rencontre, Sinetpe est une FinTech ivoirienne. Spécialisée dans la fourniture de solutions de paiement en ligne et de transfert d'argent, elle a été créée en 2016. Présente dans 9 pays d'Afrique francophone, elle a à son actif plus de 12,5 millions de dollars de transactions traitées chaque mois sur sa plateforme de paiement. L'association de soutien de l'autopromotion sanitaire, l'ONG ASAPSU, a tenu du 16 au 17 novembre à Abidjan son premier congrès scientifique. Placé sous le thème de l'autopromotion sanitaire au développement communautaire durable, ce premier congrès scientifique a été l'occasion pour les membres de l'ONG de célébrer leurs 30 années d'existence en matière de gestion de projets communautaires. Ce forum de 2 jours a vu la participation des membres de l'ASAPSU venus de toute la Côte d'Ivoire. Le commentaire de Pierre Tebeu et Tima Traoré. Après 30 années d'existence, l'association de soutien à l'autopromotion sanitaire, l'ONG ASAPSU, a voulu marquer une halte pour faire le bilan de ces différentes actions sur le terrain afin de se projeter vers l'avenir. Pendant 30 ans, elle a œuvré à l'amélioration de vie socio-sanitaire des populations vulnérables et défavorisées des milieux urbains et périurbains. Plusieurs domaines se sont vus explorer: santé, eau,
hygiène et assainissement, éducation, action humanitaire et droits humains, développement institutionnel et renforcement de capacités. Un bilan satisfaisant. C'est beaucoup de travail qui a été effectué et il faut continuer. Il faut continuer parce que les communautés attendent de nous qu'on les accompagne. Pas qu'on fasse pour elles, mais qu'on les accompagne. Sur le terrain, ce que nous sentons comme besoin d'exprimer par la communauté, c'est ce que nous portons. Et la communauté a encore besoin de nous et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut continuer 30 autres années encore. Pour ce premier congrès, le comité scientifique a choisi des thématiques qui collent avec les réalités de l'ONG sur le terrain depuis sa création. Par rapport au thème même du congrès, c'est de l'autopromotion sanitaire au développement durable de la communauté. C'est-à-dire que nous sommes partis pour faire des soins de santé primaires dans les communautés qui sont sanitaires défavorables. Et au fil des ans, nous avons évolué dans la prise en charge de leurs problèmes globalement. Les prochaines années seront déterminantes pour l'association qui se tourne résolument vers le développement communautaire durable. Plus de collaboration ici avec les institutions de formation, plus de plaidoyer. Ils peuvent nous appuyer avec les plaidoyers parce qu'ils en ont l'expertise maintenant et je pense que nous pouvons bénéficier au niveau de nos structures de formation. Les populations défavorisées et vulnérables sont les premières bénéficiaires des actions de l'association. Ce premier congrès scientifique a pris fin avec la remise de parchemins à tous les congressistes qui ont pris part à ce rendez-vous scientifique de l'association de soutien à l'autopromotion sanitaire, l'ONG ASAPSU. Après 4 jours de travaux, les États généraux de l'assurance maladie en Côte d'Ivoire ont refermé leurs portes. Initié par l'ASACI, Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, l'objectif était de formuler des recommandations afin de donner de nouvelles orientations viables à l'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est parvenue à ses fins. Pour preuve, plusieurs points de recommandation ont été arrêtés, parmi lesquels le maintien du tiers payant et la matérialisation d'une convention avec les cliniques privées. Voyons les détails avec Issa Badini et Marie Sussiri. Les clients se plaignent, les compagnies d'assurance accusent des déficits structurels importants, les cliniques se plaignent, n'arrivent pas à gérer la file d'attente dans leurs cliniques à cause des aspects administratifs liés à la vérification des garanties. Les gestionnaires de fonds se plaignent parce qu'ils ont la pression des cliniques. Ils n'ont pas souvent les fonds nécessaires qui doivent leur provenir des compagnies d'assurance. Ces tableaux noircis, c'était avant les États généraux. Après 4 jours de communication, de conférences et d'ateliers, l'optimisme est de mise, la confiance aussi. C'est le président de l'ASACI à l'occasion de la cérémonie de clôture des États généraux de l'assurance maladie. Alors, au nom des compagnies d'assurance et au nom de tous les directeurs généraux des compagnies d'assurance et au nom du bureau exécutif de l'ASACI, c'est un sentiment de satisfaction. Parce qu'au final, qu'est-ce que nous avons observé? Nous avons observé que toutes les parties de l'écosystème se sont adonnées à l'exercice. Et chacun a fait comprendre à son niveau que le statu quo n'est plus possible, que le statu quo est suicidaire. Et donc du coup, par rapport à l'urgence qui nous anime, nous tous, compagnies d'assurance, cliniques privées, la CNAM, et je dirais les organismes de gestion, ce que nous appelons les OGD, mais aussi les clients, nous sommes animés de la même volonté d'aller vite et de changer les choses. La joie du président de l'ASACI est consécutive à une issue qui a permis de formuler des propositions de résolution sur l'ensemble de l'écosystème de l'assurance maladie. Parmi les points les plus attendus de ces assises, la forme de collaboration qu'entretiendront l'ASACI et ses partenaires de l'ACPCI. Sur le sujet, les parties sont parvenues au maintien du tiers payant et la matérialisation d'une convention cadre. Il y avait beaucoup de problèmes qui étaient en train de s'installer et qui allaient inexorablement vers la cessation du tiers payant. Et croyez-moi, la cessation du tiers payant annoncerait un drame dans notre pays. C'est pour ça qu'on se réjouit qu'avec l'ASACI, nous aurons ces 4 journées de discussion. Journées difficiles, discussions difficiles, mais au moins, ça permet d'avancer et d'avoir des solutions.
Alors, il s'agissait dans un premier temps de rétablir le climat de confiance entre nous, les assureurs de l'ASACI, et l'association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Je crois que l'ASACI a bien fait de nous inviter pour que nous puissions porter la voix des consommateurs. Parce qu'en réalité, tout ce débat qui a eu lieu, c'est autour des assureurs et des assurés. L'assurance maladie en Côte d'Ivoire, une affaire qui va au-delà des portes de l'ASACI. C'est ainsi que sur les tables de discussion durant ces 4 jours de conclave, on y trouvait également des acteurs de la société civile et de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les conclusions des États généraux de l'ASACI, c'est 7 points renfermant plusieurs propositions de résolution que le président met un point d'honneur sur leur mise en pratique. Tout autre chose à présent dans cette édition. Les éléphants judokas ont foulé le sol ivoirien dans la soirée du 16 novembre de retour de la compétition Open internationale du judo de Dakar et de Yaoundé. Accueillis par les membres de la Fédération ivoirienne de judo et les fans à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les athlètes ont pu se réjouir de leur performance à ces compétitions d'où ils reviennent avec 12 médailles, dont 6 médailles d'or. Walter Kofi et Tima Traoré nous en parlent. La moisson a été bonne pour les pachydermes tireurs de retour en terre ivoirienne après des semaines à défendre le drapeau national à l'Open International 2021 de judo au Sénégal et au Cameroun. Les judokas éléphants débutent à Yaoundé où ils terminent à la 2e place derrière le Cameroun et remportent 5 médailles, dont 3 médailles d'or et 2 d'argent. Puis Dakar, où ils enchaînent une nouvelle place de 2e sur 17 pays participants pour 101 compétiteurs. Les judokas ivoiriens ont encore assuré via des prestations dantesques et raflent 7 médailles, dont 3 médailles d'or. Les médailles n'étaient pas les seules récompenses à ces compétitions de haut niveau. La belle performance des judokas ivoiriens leur a valu d'améliorer leur ranking dans le classement mondial. Je vous dis que le niveau était vraiment très haut. Au niveau maintenant, ce n'est plus des petites compétitions, c'est des Open. Et ce sont des compétitions qui sont qualificatives pour les Jeux Olympiques. Et on avait la Grande-Bretagne qui était là, on avait l'Irlande qui était là, des pays européens. Avec ça, nos athlètes ont sorti toutes ces personnes-là pour aller chercher ces médailles. Il faut vraiment dire que c'est un exploit. Il existe toujours, hein. Le stress, on ne peut pas échapper, mais on va toujours avec l'objectif d'avoir des médailles. Donc quand on monte, on donne le tout. Je suis très heureuse parce que vu que j'ai perdu à Yaoundé, j'ai voulu bien me rattraper à Dakar pour faire honneur à mon pays. Au cours de cette compétition, les éléphants judokas jouaient aussi leur qualification pour les prochains Jeux Olympiques 2024 à Paris. Un nouveau challenge auquel se prépare la Fédération ivoirienne de judo, accompagnée du ministère des Sports. Je pense que la moisson est très bonne et c'est à ce titre que monsieur le ministre a bien voulu, compte tenu du fait qu'il soit actuellement au Cameroun, il a bien voulu que nous puissions être là pour accueillir donc ces enfants qui ont fait honneur à la Côte d'Ivoire. Il faut dire que ce travail-là est un travail d'ensemble, c'est un travail de groupe. Il faut d'abord remercier la direction technique qui, sans attendre les moyens, a mis tout en œuvre pour que ces athlètes-là soient prêts pour aller à ces différents tournois. C'est l'occasion aussi de remercier le ministère des Sports qui a compris très tôt que se qualifier pour les JO, ce n'est pas à la dernière année, elle commence dès la fin de l'Olympiade précédente. Rappelons que c'est avec 12 médailles et un classement général de 2e que les éléphants reviennent de ces compétitions. Avec ces résultats, les judokas ivoiriens confirment ainsi leur montée en puissance sur l'échiquier africain. Un atelier de restitution de plans de détail de la ville de San Pedro s'est tenu récemment dans la ville portuaire. Cet atelier a été organisé par le Bureau d'études d'urbanisme et d'environnement Afrique-Urba Côte d'Ivoire, occasion de présenter ces plans officiellement aux autorités de la ville. Abel Kwao. Le Bureau d'études d'urbanisme et d'environnement Afrique-Urba CI présente les plans d'urbanisme de détail de la ville de San Pedro aux acteurs de développement de la cité portuaire, et ce,
en présence du ministre de la Promotion des PME et maire de la commune de San Pedro, du corps préfectoral, les élus locaux, du représentant de la Banque mondiale, les collectivités territoriales, les ONG, la société civile, les populations et les parties prenantes. Le PUD a permis de définir les grands axes de développement de la ville de San Pedro, les zones préférentielles d'extension, la destination générale des sols, l'implantation approximative des réserves pour équipements stratégiques et le tracé approximatif des voies primaires et secondaires de circulation. Suite à cet atelier de restitution, validation du diagnostic, le consultant a élaboré les plans d'aménagement indicatifs et les programmes indicatifs d'investissement des zones nord et ouest de la ville de San Pedro qui ont été présentés en atelier le mercredi 8 septembre 2021. Pour le chef du village de Magné, cet atelier est bienvenu car ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses, mais souhaiterait que le parc urbain soit un peu réduit. Il fallait ça pour que nous comprenions exactement ce qui se passe pour cette dernière institution. Mais en somme, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, elle nous a révélé beaucoup de choses. Mais grosso modo, pour que nous nous entendions, il faut réduire un peu les espaces, les parcs urbains en tant que tels. Le directeur général du cabinet Afrique-Urba CI, quant à lui, s'est non seulement satisfait du déroulement des travaux, mais aussi de la participation massive de la population et des autorités de la ville. Par rapport à l'état d'avancement, c'est des observations très pertinentes. Et cela démontre aussi l'engouement de la population, des acteurs vraiment locaux dans la mise en œuvre de ces programmes. Ils ont émis des observations dans le but d'améliorer le document. Et ces observations ont été prises en compte. Donc aujourd'hui, on vient leur restituer le travail amélioré inhérent à ces observations. Les observations des populations qui avaient été émises lors de l'atelier précédent ont été intégrées dans le souci de produire un document consensuel. Donc cette séance cadre un peu avec la méthodologie qui avait été proposée dans le cadre de ce marché. Aujourd'hui, nous allons montrer aux populations que les observations qui ont été émises lors de l'atelier précédent, notamment celui de la restitution des plans d'aménagement indicatif et des plans indicatifs d'investissement, que ces observations ont donc été intégrées dans un souci de produire un document plus ou moins consensuel. Il faut rappeler que cet atelier est la 4e séance de consultation. Principal pôle urbain et économique de la région dont elle porte le nom, la ville de San Pedro s'est dotée depuis 2017 d'un plan directeur d'urbanisme. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, afin d'assurer la coexistence pacifique en Côte d'Ivoire qui a connu des crises socio-politiques. Le pays s'est doté de l'institution, le médiateur de la République, une institution qui devient du coup juge de la paix. Seulement voici depuis 2019 qu'elle a été mise en place mais n'est toujours pas bien connue. Ce jeudi, le médiateur de la République était face au sénateur à Yamoussoukro pour permettre à la Chambre haute de faire la promotion de l'institution, le médiateur de la République. Pierre Tebeu nous commente ce reportage signé Charles Kouakou. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadjo, a appelé ses collègues sénateurs à s'impliquer dans la promotion de l'institution le médiateur de la République au terme de la séance d'information parlementaire dont le médiateur de la République Adama Tongara était l'invité jeudi. Pour Jano Aoussou Kouadjo, l'instrument de paix et de conciliation que représente le médiateur de la République gagnerait à être exploité afin d'assurer la coexistence pacifique dans un pays qui a connu des crises socio-politiques. Nous sommes très heureux. Nous voulons féliciter Monsieur le médiateur de la République pour sa vision, je dirais, dynamique dans la quête, l'apaisement du climat social. Nous l'avons reçu, ça fait près de 2 heures de temps de travail. Il nous a fait mieux connaître la médiature de la République. Et nous avons donc demandé aux sénateurs de s'impliquer dans la vulgarisation de cet instrument de paix et de conciliation dans toute leur région. Les sénateurs ne doivent surtout pas hésiter à saisir le médiateur de la République lorsqu'ils sont informés de conflits de diverses natures. C'est pratiquement la supplication de Adama Tongara, le médiateur de la République. Les conflits intercommunautaires, ceux qui opposent agriculteurs et éleveurs, les conflits relatifs à la chefferie traditionnelle, ainsi que les incompréhensions nées des processus de délimitation des territoires villageois,
sont régulièrement portés à la connaissance des sénateurs qui très souvent ne savent pas qu'ils ont le droit de saisir le médiateur juge de paix par excellence. Je suis très honoré par cette invitation et très content par la réaction des sénateurs, des vénérables sénateurs qui ont pris la décision de nous accompagner et de nous permettre d'avoir plus de visibilité auprès des citoyens, auprès de nos compatriotes ivoiriens. En 2019, 274 requêtes ont été adressées au médiateur de la République. Le médiateur de la République est nommé par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable, après avis du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Sa mission consiste, entre autres, à protéger les droits du citoyen dans ses relations avec l'administration et ceux des personnes vulnérables. Dans l'exercice de sa mission, le médiateur de la République dispose présentement de 12 délégations régionales et de 112 comités de veille. Il bénéficie également de la contribution du corps préfectoral, de la chefferie traditionnelle, des guides religieux, des élus locaux et de la société civile. Ouvrons un chapitre de festivités dans cette édition. Le festival culturel, gastronomique, touristique et commercial de la région du Sud Comoé à Nientier remet le couvercle de la 4e édition. Le lancement s'est fait ce 18 novembre dans la commune de Grand-Bassam en présence des autorités municipales, préfectorales et traditionnelles. Cette édition 2021 du Sud Comoé à Nientier se déroulera du 4 au 19 décembre 2021 dans la ville d'Aboisseau. Walter Kofi et Tima Traoré ont pris part à la cérémonie de lancement. Après l'Abissa, c'est au tour du festival culturel, touristique, gastronomique et commercial Sud Comoé à Nientier de prendre le relais. Réunis pour la cérémonie de lancement, les autorités de la région se sont mobilisées autour de l'initiateur du festival, le ministre Eugène Aka Awele, président du conseil régional du Sud Comoé, prévu du 4 au 19 décembre dans la ville d'Aboisseau. Ce rendez-vous des peuples du Sud Comoé et ceux venus d'ailleurs entend présenter son lot d'attractions habituelles, notamment des foires commerciales, gastronomiques et touristiques. Cette année, en termes d'innovation, le festival entend ouvrir des ateliers de formation dédiés à l'autonomisation de la femme et à l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'agira aussi de récompenser les meilleurs acteurs pour leur contribution au développement de la région. C'est la deuxième grande innovation cette année. Le commissariat a voulu offrir une lucane aux 2 grands groupes sociaux que sont les jeunes et les femmes. Ainsi, des journées seront consacrées aux femmes pour qu'elles réfléchissent sur leurs mécanismes d'autonomisation et de leur promotion avec l'appui de leur ministère de tutelle. Quant aux jeunes, les journées du 15 et du 16 décembre leur seront consacrées pour leur formation en entrepreneuriat, en leadership et en gestion des associations. Le Conseil régional entend instituer, à travers Sud Comoé à Nientier, des prix à Nientier des acteurs de développement de la région. Il s'agit de décerner des prix à la meilleure autorité administrative, au meilleur élu local, aux meilleurs entrepreneurs jeunes, à la meilleure femme dynamique. Le Sud Comoé à l'assaut de la Covid-19, c'est le thème retenu pour cette édition 2021, meublé de consultations médicales et de campagnes de vaccination gratuites. Mais pour Eugène Aka Awele, président du conseil régional du Sud Comoé, au-delà de l'aspect sanitaire, il a souhaité mettre l'accent sur la promotion du travail, valeur incontournable pour le développement de la région. Nous devons noter ici que la santé, d'accord, mais nous ne devons pas oublier que chacun de nous doit gagner son pain à la sueur de son front. Ça, c'est biblique, c'est coranique. C'est pour ça que ça semblait passer inaperçu, mais cette cérémonie sera l'occasion de rappeler aujourd'hui ce qui constitue aujourd'hui d'ailleurs le programme majeur de votre conseil régional. Nous allons rappeler et nous allons mettre en valeur notre programme d'insertion socio-professionnelle qui est en cours, que nous l'avons obtenu avec l'Union européenne, qui se poursuit.
Notons que le royaume du Saint-Louis est le peuple à l'honneur de cette 4e édition du site Comoé Agnenche, Abissa, Popo Carnaval, Abada Festival, les fêtes de l'Ignam, Beach d'Assini et depuis 2017, Festival Sud Comoé Agnenche sont des festivités qui constituent des identités remarquables dans la région du Sud Comoé pour chaque peuple qui l'organise. Rendez-vous est donc pris le 4 décembre prochain à Aboisseau pour valoriser la culture ivoirienne. La 25e édition de la Journée nationale de la paix s'est tenue dans la ville d'Adzopé. Cette cérémonie a été marquée par une opération de planting d'arbres initiée par la préfecture de la région. L'objectif était d'engager les populations à favoriser la cohésion sociale pour un développement harmonieux et durable. Le commentaire de Joseph Assalé, notre correspondant régional. Pour la circonstance, autorités préfectorales, leaders communautaires, jeunes et femmes ont battu le rappel des troupes pour fumer le calumet de la paix à Adzopé. Cette 25e journée nationale de la paix dans la capitale de la région de la Mé a été couplée d'une cérémonie de planting d'arbres et aussi d'activités sportives. Occasion saisie par le préfet de région pour faire le parallèle entre la journée nationale de la paix et la cérémonie de planting d'arbres. Le fait de coupler le planting d'arbres à la célébration de la journée de la paix n'est pas anodin. Il y a une corrélation entre l'arbre et la paix. L'arbre et la paix. L'arbre, une fois qu'il est planté, prend racine dans les profondeurs endogènes, les profondeurs magmatiques, comme on l'a appris à l'école. Mais une fois qu'il est installé, il s'est bien fixé, il se lance vers le ciel. C'est-à-dire qu'il s'adresse à Dieu. Dieu qui, lui, est le symbole même de la paix. La paix, c'est un autre nom de Dieu. Donc l'arbre est le symbole de la paix par excellence. Il a aussi exhorté la population à continuer de prôner la paix et la cohésion, comme elles l'ont si bien fait pendant l'élection présidentielle d'octobre 2020, émaillée de violence dans certaines localités du pays. Pour le préfet de la Mé, Adzopé doit être un modèle de vivre ensemble, de cohésion dans la diversité. Le moyen de cette journée, que la cohésion se renforce, qu'il y ait la paix de tout temps, tous les jours, qu'il y ait l'amour entre les fils d'Adzopé et ceux qui ne sont pas d'Adzopé, mais qui vivent tous sur ce même sol. Tous les autres intervenants tour à tour ont plaidé pour davantage de coexistence pacifique entre les différentes communautés. Appel réitéré par le directeur régional des eaux et forêts avant d'inviter les populations à s'impliquer résolument dans la protection et la conservation des ressources forestières. Notre appel à la population de la Mé, c'est de mettre à la disposition du ministère des eaux et forêts, à travers ce service déconcentré, des terres pour faire des opérations de planting d'arbres. Nous avons également des plans au sein de nos différents services et nous demandons à ce que ces populations-là s'adressent à ces différents services pour pouvoir disposer des plans et puis aller les planter. Pour cette 25e journée nationale de la paix à Adzopé, couplée d'une cérémonie de planting d'arbres, ce sont un peu plus de 200 plants qui ont été mis en terre, comme pour dire que la paix, tout comme les arbres, doivent être entretenus pour un développement durable. À Kawara, localité située dans le département de Wangolodougou, dans la région du Tchologo, la journée nationale de la paix a été marquée par un planting d'arbres, de dons de kits alimentaires et hygiéniques aux cantines scolaires et aux couches vulnérables. Pour le sous-préfet, l'objectif est de consolider la paix, la solidarité et le partage. À l'instar des autres localités de la Côte d'Ivoire, la sous-préfecture de Kawara a célébré la journée nationale de la paix. C'est par des activités telles que le planting d'arbres au collège moderne et la remise de kits alimentaires aux cantines scolaires que l'autorité a marqué cette célébration. L'idée est de restaurer les petits apprenants et leur permettre d'étudier en toute quiétude. Un geste poursuivi vers les personnes du 3e âge. Par ces gestes, le sous-préfet Koulibaly Adama veut consolider la paix par la solidarité et le partage. C'est en partageant ce que nous avons que nous brisons le mur de la méfiance. C'est en partageant le peu que nous avons que nous créons la solidarité, nous créons l'union et nous créons la fraternité. C'est avec ces valeurs-là que nous allons bâtir notre sous-préfecture et c'est avec ces valeurs-là que la Côte d'Ivoire pourra être ce pays émergent. Pour les bénéficiaires,
ce geste est plus que salutaire. Il manque de mots pour exprimer leur enthousiasme. C'est la première fois que je reçois des cadeaux avec ma famille. Je suis vraiment dépassé par l'événement que je n'arrive même plus à m'exprimer. Actualité oblige, le sous-préfet a exhorté les populations à collaborer avec les forces de défense en signalant tout geste suspect troublant l'ordre public, vu que la sous-préfecture est la dernière qui fait frontière avec le Burkina Faso. La célébration de la journée nationale de la paix à Kaoura s'est soldée par un match de football. Cette journée a été une réussite grâce à la participation active de la coopérative Djigitougou qui exerce dans la riziculture. Cet élément de Daouda Ouattara, commenté par Mondésir Nascimento, met un terme à ce journal. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Business 24 Africa.